l'enregistrement. Et hop, c'est parti. Alors on va finir notre sujet et puis on va continuer à faire d'autres exos. Hier on était sur cette question-ci. On avait déjà fait cette partie-là de la question, ça on l'a fait. Et là on était en train de poser le vecteur y qui est ce vecteur-ci, qui vérifie ces coordonnées-là. Et hier j'ai fini en vérifiant que la norme de y en norme q faisait 1. Ce qui implique, et on a arrêté là, j'ai juste fini mon calcul là, que ce fameux y, il est bien dans ce qu'ils appellent sigma q, c'est-à-dire dans la sphère unité pour la norme q. Et ils disent, en considérant ce vecteur-là, il faut montrer que le produit scalaire xy en valeur absolue, ça fait la norme p. Bon, on va y aller, on va le faire. Allons-y. Donc, montrons cette partie-là. On va écrire ce que c'est que le produit scalaire de xy dans ces conditions. Le produit scalaire, c'est la valeur absolue de la somme pour i égale 1 à n des xi, yi. Ça, c'est le produit scalaire canonique qu'on connaît. Le yi, c'est celui qui nous donne là. Donc maintenant, ça devient la somme pour i égale 1 à n des xi epsilon i xi puissance p moins 1 norme de xp puissance 1 moins p. Mais il est donné là-haut. C'est ce y là, c'est le y de la question. Non, mais on a fait déjà un calcul compliqué sur y hier en disant qu'il était de norme 1 en norme q, parce qu'il fallait montrer qu'il était sur la sphère unité. Et là, maintenant, on va prouver que pour ce y là, le produit scalaire de norme de xp est atteint. On obtient ça, il y a juste un truc à remarquer. C'est un moins ici, c'est mal passé, mais c'est un moins. Ouais, alors mais c'est plus que ça. Epsilon i, il a été donné pour que epsilon i désigne le signe de xi. Du coup, c'est quoi cette quantité-là? Ouais, en fait, ça fait du coup, puisque ça donne juste le signe epsilon i, si xi est négatif, ça vaut moins 1. Si ça c'est positif, ça vaut 1. Au final... Alors, la valeur absolue, ce sera 1, mais comme il y a un xi devant, ça, c'est la valeur absolue de xi. On est d'accord? Ensuite, la norme p ici ne dépend pas de i, je peux le sortir de la somme. Et c'est un nombre positif, donc je peux le sortir de la valeur absolue. Ceci, ça devient norme de x puissance p puissance 1 moins p fois la somme pour i égale 1 à n des valeurs absolues de xi à la puissance p du coup. Alors, puisque c'est une valeur absolue de xi à la puissance p, j'ai plus besoin de la valeur absolue qui est ici, j'ai plus besoin de celle-ci qui est là autour. Du coup, ceci, ça devient juste la norme de x à la puissance p puissance 1 moins p. Et il faut se rendre compte que ceci, c'est la définition de la norme p de x, mais à la puissance p, vu qu'il n'y a pas le 1 sur p derrière. Si je regroupe mes deux puissances, ceci, ça fait bien norme de x à la puissance p. Donc on a bien montré que le y qu'on a choisi permet d'atteindre ça. Avec le fait, je remonte, avec le fait qu'on savait déjà que le maximum était plus petit que la norme p et que la norme p peut être atteinte. Donc on avait déjà l'inégalité, je vais mettre ça comme ça, l'inégalité initiale de la question. L'inégalité initiale couplée au fait que la norme de xp peut être atteint. Pour le y qui nous ont donné de sigma de q choisi. Ça implique que le maximum pour y appartenant à sigma q des valeurs absolues du produit scalaire de xy qui voulait là, ceci, c'est exactement la norme P. Ok, on a fini la question. C'était une question pas terrible, enfin pas terrible, un peu technique, qui a peu d'utilité derrière.
Ça, c'était la 16. Allons-y pour la 17. Là. Hop. Ça va à peu près pour le moment, c'est pas trop zoomé que j'ai que 2 lignes de tableau à chaque fois. Du coup, en déduire que si U est une P isométrie, ça y est, c'est la première fois qu'ils vont nous utiliser l'adjoint, montrer que U étoile est une Q isométrie. Donnez alors, en justifiant, la valeur de la somme pour J égale 1 à N de la somme pour I égale 1 à N des AJIQ. On peut peut-être déjà répondre à la deuxième partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est relativement simple. On l'a déjà fait hier. Alors, c'était hier, mais... Si U étoile est une Q isométrie, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de la somme qu'il nous demande? Ouais, ça va faire N exactement. Alors ça, on va juste le dire, mais ça, c'est si on arrive à prouver que U étoile est une Q isométrie. Ceci, ça va faire la somme pour J égale 1 à N des 1, exactement comme à la question, je vais regarder le numéro, et ça va faire N. Parce que la matrice, alors, et on peut justifier, car la matrice dans la base canonique, qui est une base orthonormée de U étoile, c'est votre cours, c'est... ce qui noterait E comme ça dans ce sujet, il note ça comme ça. Ça, on sait que nous, c'est la transposée de la matrice de U. Donc on sait que ces coefficients à cette matrice, ce sont bien les AJI. Donc c'est bien les transposés de l'autre. Alors ça, c'est si Q est une isométrie, et la question qui vérifiait ça, c'était la question 15, ouais, c'est exactement ça. Égal à N, donc ceci, ça vaut 1, ça, c'est la question 15. Donc la deuxième partie de la question, elle est pas très dure, et ça, il faut que vous en profitiez dans les sujets. C'est-à-dire que même si le début de la question, vous savez pas prouver qu'il y a une isométrie, faut juste le dire clairement, faut pas ne rien écrire en disant je vais noyer le poisson, faut dire clairement j'admets que U étoile est une Q isométrie, et vous me faites cette preuve-là, et ça doit valoir 1 point de le faire, mais vous gagnez ce point-là, quoi. Ok. Maintenant, il faut prouver que U étoile est une Q isométrie. Comment vous voulez faire ça? Alors, j'insiste, comme toujours sur beaucoup de choses, cette question, c'est à en déduire. Donc oui, je le sais, il faut utiliser la question précédente. Comment on va utiliser ça? Avec d'autres choses, c'est avec d'autres choses, mais si je veux en déduire, le résultat final qu'on a prouvé à la question précédente, c'est ça pour copier, je sais plus. Ouais, ça doit être ça. Comment vous voulez utiliser ça? Oups. Déjà, il y a un truc qui... Alors, il y a un truc qui est gênant. C'est qu'on veut des choses, on veut montrer que quelque chose est une isométrie en norme Q. Donc on voudrait des résultats sur la norme Q et pas sur la norme P. Est-ce que vous pouvez pas me dire quelque chose là-dessus? Tout ce qu'on a fait à la question d'avant. Les deux normes, on est en dimension finie, donc toutes les normes sont équivalentes. Je pourrais trouver des constantes C, mais là, je veux une isométrie, donc je vais vouloir une norme égale à 1. Enfin, tu vois, il y a même norme des deux côtés, ou que la norme soit égale à 1. Enfin, si je prends un vecteur de norme 1. Du coup, je vais être un peu bloqué, là. Enfin, si j'utilise mon équivalence de normes, ça va me faire introduire des constantes petit c et grand c, et je vais plus obtenir mon égalité pour mon isométrie. Donc non, ça va pas marcher. Ça, c'est un truc qu'il faut... Alors, c'est compliqué, mais c'est un truc qu'il faut apprendre à voir dans les sujets. Ici, on a fait le max en fixant x, en faisant variant y sur sigma q, et ça fait la norme de x en norme p.
Et si on varie x dans sigma p, ça va donner la norme égale. Exactement. C'est par symétrie du produit scalaire ou par symétrie de la méthode, c'est-à-dire on va juste dire en reprenant le même schéma que la question 16, on peut montrer ça déjà. Ouais, ça on va s'en servir. On a de la même façon, on montre que, on va l'admettre, on va pas le refaire, on l'a fait déjà une fois, que le max pour x qui est dans la sphère de P, alors j'ai dit que c'était par symétrie du produit scalaire, mais ça peut être aussi juste par inversion des lettres P et Q. Enfin c'est juste, si 1 sur P plus 1 sur Q ça fait 1, on a aussi 1 sur Q plus 1 sur P qui fait 1. C'est-à-dire qu'on peut inverser aussi les lettres P et Q. Enfin il y a plein de façons de le dire, mais faut le voir. Alors c'est pas simple à voir, mais faut le voir. Et là maintenant on a gagné quelque chose. C'est que là maintenant ça c'est une norme Q. Donc si on veut voir si quelque chose, enfin si U étoile est une isométrie pour la norme Q, moi ce que je ferais c'est que j'appliquerais cette égalité là, mais un vecteur pour tout x alors pour tout z peut-être, ouais j'ai déjà un max sur x, donc je vais mettre pour tout z appartenant à E, je vais aller calculer la norme de U étoile de z et je vais essayer de voir si c'est la norme de z en norme Q. Ce que je peux dire, c'est que du coup, c'est égal, ça, au max pour x appartenant à sigma p des valeurs absolues de x et de u étoile de z. Ça, c'est égal à le max de u de x ou z. Ouais, c'est toujours la même chose. Il faut savoir gérer le u étoile. Donc ça, c'est le max pour x appartenant à sigma p de la valeur absolue de u de x z. Comment on va pouvoir dire quelque chose là-dessus en norme Q? Là, c'est encore une fois votre sujet. C'est un peu compliqué, c'est un peu plus... Enfin, mais c'est la seule chose que je vois pour repasser en norme. Alors qu'on a un produit scalaire. La norme de u de x en q. C'est la norme de... U de x en q. La norme q de u de x. Pourquoi? D'où ça vient? Jamila? On utilise une égalité qui est inférieure à la norme P de x. Ouais, c'est ça, on utilise une égalité de Holder qu'on a prouvé hier. Il faut s'en servir. Ceci, c'est plus petit du coup, vu que c'est un produit scalaire, alors que le max pour x appartenant à sigma p de la norme de u de x en norme p fois la norme de z en norme q. Et là, il faut juste remarquer quelque chose, c'est que U étant une P isométrie, ouais, ça fait, alors du coup ça fait la norme de X, mais comme X il appartient à la sphère, ceci ça fait 1. Donc ceci ça fait 1. Donc je viens de prouver que, donc, on n'a pas fini, c'est là où la question devient vraiment méchante, ça c'était faisable. Mais on a, et donc si vous pensez à faire au moins ça, faut le faire, hein, ça vaut des points. Mais on vient de prouver ça. Il faudrait prouver l'inégalité dans l'autre sens. Il faudrait arriver à prouver que U étoile, enfin, faudrait prouver que la norme de U étoile Z c'est plus grand que la norme de Z. Pour prouver que c'est une isométrie du coup. Comment on peut faire ça ? Alors, je vais l'écrire d'un côté parce que ici c'est un peu tordu à cause de l'étoile, c'est un peu tordu. C'est un peu plus compliqué qu'un truc classique. Si je vous dis qu'on avait un résultat de la forme f de x plus petit que y et qu'on voudrait aussi montrer
Non, c'est un peu plus compliqué que ça, ce que je veux faire. Je vais pas vous donner direct la réponse, mais vous guider. Comment je peux dire ça? Si je vous écris juste ça comme ça, si c'est du f de x plus petit que y, ah non, je vais plutôt l'écrire, tiens. Parce que de deux côtés, il y a du x. C'est beaucoup plus ça qui m'intéresse, en fait. Là, c'est comme si j'avais quelque chose de la forme f de x plus petit que x. Et je voudrais en même temps écrire x, ouais, je peux pas le faire mieux, enfin, c'est comme ça que je vous souffle. Je voudrais obtenir x plus petit que f de x. Si on était dans des réels et qu'on ferait ça, quelle opération vous faites sur votre équation pour... On multiplie par moins? Ça changerait le sens d'une équation, ça marche pas. Comment vous feriez pour passer de là à là? Qu'est-ce que tu veux dire par l'inverse? C'est pas clair, mais c'est... Ouais, l'idée ce serait de composer par... Et alors, c'est l'idée naturelle quand il y a un problème comme ça. C'est-à-dire que là, moi, ce que je voyais, c'était dire... Bah, je vais... Maintenant, comme je l'ai fait pour un vecteur z et que je l'ai écrit u étoile de z, bah, il suffit que le même z, je l'écrive u étoile moins 1 de quelque chose, j'aurai un u étoile moins 1 de l'autre côté. Enfin, je peux arriver à compenser et faire quelque chose comme ça. Je voulais faire ça. Sauf que, bah, on n'a pas prouvé, pour le moment, on sait rien sur, à part que U étoile, c'est l'adjoint de U, on ne sait pas que U étoile est déjà une isométrie, donc on ne sait pas encore qu'il admet une réciproque, et enfin, on peut pas parler de U étoile moins 1 sans l'avoir prouvé. On a vu, il était l'isométrie. Oui, U était une isométrie, donc j'ai le droit de parler de U moins 1. Donc c'est plutôt là où on va jouer là-dessus. Alors, comment on va faire ça? Mais c'est exactement comme ça qu'on va faire. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Alors il faut reprendre le même calcul, mais avec la bonne lettre. Oui, pardon. Bah en fait c'est juste ça. En fait il n'y a même pas besoin de faire de calcul, je suis bête. C'est ça que je voulais vous dire. On a U qui est une isométrie P là, qui est une isome P. Donc U-1 est une isométrie pour P. C'est sa réciproque. Donc l'inégalité qui est là, l'inégalité serait écrite, on va pouvoir écrire que pour tout z appartenant à E, je vais avoir que la norme alors de U-1 étoile de z en norme Q est plus petit que z en norme Q. Et si maintenant je remplace là-dedans, exactement comme on vient de le dire, si je remplace le z par quelque chose qui s'écrit U étoile de x, par exemple, si je pose mon z qui s'écrit U étoile de x, j'ai bien, pour tout x appartenant à E, j'ai bien écrit que la norme de U étoile de x est plus grand que la norme de U-1 étoile de U étoile de x, ce qui va me faire la norme de x en norme Q. J'ai oublié de mettre des Q partout ici, et voilà. C'était tordu. Il fallait comprendre. Il y avait plusieurs niveaux à comprendre, mais c'est pour ça que la fin de question est dure. Il fallait comprendre que l'opération qu'on voudrait faire, c'est composé par la réciproque, mais qu'on n'a pas directement U étoile moins 1, mais qu'on a U-1 étoile, enfin qu'on a U-1 qui est une isométrie, donc on peut appliquer la même chose, et donc on peut faire ce calcul-là. Bon, question extrêmement difficile, hein. C'est pas sur celle-là qu'il faut se battre, mais comme on est ensemble pour finir les sujets, on va finir les sujets. Mais je pense que la première partie, jusqu'à ça, était faisable. La deuxième partie, il faut vraiment être
bien dans les notations du sujet pour comprendre ce qu'ils veulent faire et comment le faire. On a fini avec ça. On arrive à la question 18. Alors, hop. On vous dit, je vais peut-être passer à la page suivante en fait. Alors, tac tac tac, je sais plus comment je fais, page plus, tac. Voilà. Hop. Alors, on vous donne alpha, alpha R, des réels, j'insiste sur ce qu'il faut lire, dans 0,1, qui vérifie que la somme des alpha k à la puissance P est égale à la somme des alpha k à la puissance Q. Montrez avec soin, alors c'est le avec soin qui va faire détailler, que pour tout k appartenant à 1 de R, alpha k ne prend qu'un nombre fini de valeurs à déterminer. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? On fait la somme de nombres entre 0 et 1, donc ces nombres sont tous positifs, hein, ils sont entre 0 et 1 en plus, et on fait la somme de ces mêmes nombres, mais chaque nombre, il y en a un, on le met à la puissance P, à chaque fois le même, on le met à la puissance Q, et on veut que les deux sommes soient égales. Il n'y a pas une propriété des puissances que vous pouvez utiliser, que vous pouvez comprendre pour essayer de comprendre ce que peut valoir alpha k? C'était l'exo 1 du sujet CCINP du dernier DS. La question de cours. Dans 0,1, la puissance, elle est décroissante. Bzzz. Non mais... Si A est en 0,1, A puissance P est inférieur à 1. Oui, mais mieux que ça. Oui, mais c'est exactement ça. Alors, on va préciser, là, on va être avec ceci. On sait que pour tout x, alors je vais préciser après appartenant à 0,1. On va voir, on va écrire, on va corriger. Pour tout x appartenant à machin, qu'est-ce que vous pouvez me dire de x puissance p par rapport à la puissance q? En fait, c'est pas par rapport à la x que je veux, c'est même de comparer deux puissances entre elles. Si je vous rappelle le graphe, quand on est sur 0,1, x elle est là, x carré elle est là, x cube elle est ici, on est bien d'accord. Et alors, j'aurais peut-être dû mettre des noms, ça c'est x cube, ça c'était x carré, ça c'était x, et je vais même faire du zèle. On a bien d'accord que racine de x, ça fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les puissances? Si p est supérieur à q, xp est supérieur à x puissance q. Si p est supérieur ou égal à... Alors, si p est strictement, on va dire, plus grand que q. xp est inférieur à q. Je suis d'accord, 100% d'accord. Alors, je mets des stricts parce que c'est juste ça qui va parler, c'est ça pour moi la rédaction correcte. Est-ce qu'on est d'accord que c'est strict du moment qu'on est sur 0,1 ouvert? C'est pas vrai en 0,1 parce que tous mes graphes se touchent en 0 et en 1. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est strict, c'est vrai sur ça. Et on a bien sûr l'inégalité inverse si P est plus petit que Q, quoi. Et là, en plus, ça tombe bien, il suppose que P est différent de 2. Or, quand P vaut 2, on a Q, comme on a 1 sur P plus 1 sur Q qui vaut 1, entre guillemets, si P différent de 2, on a forcément Q différent de 2. C'est-à-dire qu'on a P qui va forcément être différent de Q. C'est le cas où les deux valent 1,5, dans la formule. Et donc, si P est différent de 2, il prend pas la moitié de la somme, et donc Q ne vaut pas forcément la même chose que P. Du coup, on est bien dans le cas où P est différent de Q. Donc, on peut faire une disjonction de cas. On sait que pour tout X, on a XP strictement plus petit que XQ si P est plus grand que Q. Ça implique que pour tout K appartenant à 1R, on a alpha K puissance P qui est strictement plus petit que alpha K puissance Q. Ce qui implique... Alors,
si alpha k appartient à 0,1, et ça implique bien que la somme pour k égale 1 à R des alpha k puissance P est strictement plus petit que la somme pour k égale 1 à R des alpha k puissance Q. Donc ils ne peuvent pas être égaux ces deux termes. C'est pas possible. Donc sigma des alpha k puissance P différent de sigma des alpha k puissance Q. Alors j'ai mis si P est strictement plus grand que Q et alpha k appartient à 0,1. Bon, bien sûr, je vais pas le réécrire, mais je vais mettre en considérant le cas. Là, on a fait P plus grand que Q, donc je vais prendre le cas P strictement plus petit que Q. On obtient aussi que la somme des alpha k à la puissance P va être différente de la somme des alpha k à la puissance Q. Si alpha k appartient à 0,1. Du coup, ceci, ça implique que nécessairement, pour tout k appartenant à R, que doit être la valeur de alpha k? Alpha k doit être égal à... Ouais, alors alpha k, je vais plutôt mettre appartient, mais appartient à 0,1. Il ne peut pas prendre une autre valeur. Donc il y a bien une nombre fini de valeurs pour les alpha k. Bon, alors vous voyez, ça arrive dans les sujets, cette question est complètement déconnectée du reste du sujet, entre guillemets. Il y a les puissances P, il y a les puissances Q qui nous servent, parce que ça va être pour relier à ça, mais ça c'est une question intermédiaire qui n'est pas reliée aux autres quantités du sujet. C'est en général des questions pas si faciles que ça à faire. Par contre, c'est des questions, quand vous lisez, vous dites, mais c'est quoi le rapport avec le sujet? En général, quand vous lisez la question d'après, vous devez comprendre ce qu'il cherche à vous faire faire. Oui. Quand ils disent montrer avec soin, c'est différent d'une question Bah, ça veut juste dire qu'un truc du genre, si les puissances sont différentes, on sait que les nombres vont être, juste par exemple, juste faire mon graphe dans un coin en disant du coup les puissances vont être différentes, du coup les nombres vont être différents. C'est pas assez clair, c'est pas assez précis, quoi. Enfin, c'est juste ça. Ici, j'ai bien détaillé mes quantificateurs avec du 0,1 ouvert pour que j'ai bien le droit aux inégalités strictes. J'ai le droit de faire ça. Enfin, voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui fait des inégalités larges et qui explique pas bien les cas d'égalité, ou qui met des crochets fermés et qui fait une inégalité stricte, là, c'est juste que oui, il y a sûrement mis dans le barème un truc. Si c'est mal écrit, on sanctionne. Voilà, donc on met pas les points. Ou au moins une bonne partie des points. C'est-à-dire qu'à mon avis, quand même, tout candidat qui arrive à ne serait-ce qu'avoir l'intuition que les nombres sont des 0 et des 1 sans pouvoir l'écrire, on lui met un point d'intuition, parce que c'est quand même plus que quelqu'un qui aurait rien dit. Mais après, les autres points, ils se gagnent si c'est bien rédigé. On a fait la 18A. Hop. Allons-y pour la 18B. En déduire que pour tout ij dans 1 de n, la valeur absolue de aij ne peut prendre que deux valeurs différentes que l'on précisera. Hop. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Oui. Ici, on a besoin de montrer que l'axe des doubles sommes de aij puissance p égale n. Ouais. Aussi, la double somme de aij puissance p égale n. Ouais. Que les doubles sommes sont égaux. Ouais. Si on utilise la question A, les seules valeurs que la valeur absolue des aij, ça fait soit 0, soit 1. Si on les prend à la place des alpha k. Oui, alors il y a deux niveaux. On va s'en sortir. Je vais utiliser ça, mais du coup, ce que tu m'as dit est correct, mais va nécessiter. Mais ça aide pour la question d'après. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus dur, mais ça va nécessiter pour la question d'après. Ce que tu m'as dit, si on utilise les sommes doubles, ce qui est complètement correct, mais ce qui va nous rajouter une petite couche derrière. Et la petite couche qui va être derrière. Non, ça va pas.
Non, on peut pas utiliser directement la somme double. Alors je vais l'écrire, mais il faut s'en rendre compte. Si j'écris ça, somme pour i égale 1 à n de la somme pour j égale 1 à n des aij puissance p égale n est égal à la somme pour i égale 1 à n de la somme pour j égale 1 à n. C'était les AJI, hein, mais c'est la même chose les AJI quand je fais varier i de 1 à n et j. Donc je peux écrire des AJI puissance q. On a la somme double. Ce serait quoi ton alpha k? La valeur absolue AI. Alors si tu me poses ça alpha, alors c'est le problème. C'est quoi k comme indice quand tu as deux indices i et j qui varient? Après, si on doit pouvoir le dire, hein. On doit pouvoir le dire, c'est-à-dire qu'il faudrait juste dire qu'on indexe tous les indices ij appartenant à un n carré. On peut dire, on les ordonne de 1 à grand R, enfin un petit r comme pour l'autre question, en disant on peut les indexer et on les sépare tous et ça marche. Je suis d'accord. Mais c'est juste, t'es d'accord qu'il y a un problème du fait qu'il n'y avait qu'un seul indice et qu'il y en a deux. Et il faut l'expliquer. Mais je pense qu'en l'expliquant comme ça marche. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait ça, mais ça revient à la même idée, hein. T'as eu la bonne idée, mais c'est juste, c'était la bonne idée qui permet de rédiger un peu plus simplement. On a même rédigé avant que la somme pour i égale 1 à n des aij puissance p, ça faisait 1. Et on a prouvé à la question, on l'a écrit, c'est pas écrit dans le sujet, mais on l'a prouvé à la question, je sais plus si c'est 16 ou 17, que ça, c'était aussi la somme pour i égale 1 à n des aij puissance q. Et du coup, là, on l'a directement avec, en remplaçant k par i. C'est juste ça. Mais oui, on a ça. Donc, d'après 18a, pour tout ij appartenant à n, hein, vu que ça c'est vrai pour tout ij, on va avoir que aij en valeur absolue appartient à 0,1. Ok, donc on sait que tous les termes aij appartiennent à 0,1 quand les aij ce sont les coefficients d'une matrice d'isométrie. Ok, on arrive à la dernière question du sujet, on en sera vu à bout de ce sujet. Conclusion. Ne faites les conclusions que si vous pensez vraiment avoir démoli le sujet et avoir tout compris dans le sujet. Sinon, c'est que c'est en général, il faut quand même un petit peu faire le lien avec beaucoup de choses. Alors, quoique là, on a fait un exo similaire en classe déjà, donc ça doit nous parler. Montrer que lorsque P est différent de 2, l'ensemble isome de P est un groupe fini dont on déterminera le cardinal. On remarquera en particulier que ce cardinal est indépendant de P. Comment ils veulent me faire prouver ça? C'est juste lié à la question précédente en étant un petit peu... en étant très précis sur tout ce qu'on doit savoir sur... Alors je vais écrire ça. Si U est une P isométrie, on a appris quoi? Si U est une P isométrie, bah, la matrice de U dans la base B qu'on appelle A vérifie que AIJ appartient à 0,1. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça? Tous les AIJ sont soit des 0, soit des 1. Et la matrice, je vais rajouter quand même, la base B, c'est la base canonique. C'est-à-dire que la matrice A, c'est la matrice qui se remplit en colonne, où je mets ici U de EI, et là, je regarde ce qui se passe en EJ.
Et c'est une base orthonormée. Bon, ça va pas servir que ce soit une base orthonormée, je pense pas. Ok, bon, on va décomposer des choses un petit peu tout ensemble. Première chose, c'est quoi la norme P d'un des vecteurs de la base canonique, n'importe quel EJ? C'est-à-dire la norme P du vecteur où il n'y aurait que des zéros et un 1 quelque part au milieu en J. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors il y a des puissances P, il y a des machins, mais en fait dans les XI, il n'y a qu'un seul des XI qui est non nul et qui vaut 1. Donc la norme P de ce truc-là, c'est 1. Ok. Du coup, si U est une isométrie, forcément, la norme de U de J, en norme P, ça doit faire 1. Sauf que la norme des U de J, du coup, c'est la norme du vecteur que je noterai A1J, A2J, jusqu'à NJ. On est d'accord en norme P? Et ça, ce serait ma somme pour I égale 1 à N des AIJ puissance puissance P puissance. Alors, on sait déjà que ces sommes font 1, mais c'est juste maintenant on sait que... Alors, c'est là où je voulais faire réfléchir autrement. On sait déjà que ça fait 1. Mais ce que je veux réfléchir, c'est que tous les nombres qui sont là-dedans sont des nombres qui valent 0 ou 1. Pour que ça fasse 1, qu'est-ce qu'il faut pour que ça... Une somme de nombres comme ça? 1 égale 1 et tous les autres sont nuls. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour que la somme fasse 1, il faut qu'il y ait un terme qui fasse 1 et que... Enfin, qui fasse 1 en valeur absolue et que tous les autres soient égaux à 0. Ouais. Donc ceci, c'est égal à 1, comme tous les termes. Il est nécessaire donc je vais écrire qu'à J fixé, un seul des termes AIJ soit égal, alors comme c'est en valeur absolue, je vais juste mettre égal à plus ou moins 1, et les autres sont nuls. Du coup, on a beaucoup progressé. La matrice A, elle contient n éléments non nuls, qui valent plus ou moins 1 dans chaque colonne. Et c'est tout. Alors, comment on a fini ou il y a une autre information à dire sur une isométrie? Là, je sais que j'ai, en gros, je sais que dans chaque colonne, je dois mettre 1 plus ou moins 1. Par exemple, je le mets là en haut en premier. Je sais que dans la colonne 2, je dois mettre quelque part 1 plus ou moins 1. Oui? Non, ils ne sont pas directement sur la diagonale, mais tu y es presque en disant ça, son déterminant doit être égal à 1. Daouda? Alors là, tu vas trop vite, et ça, c'est une erreur, mais c'est complètement normal. C'est que tu penses à une isométrie classique. Une isométrie pour la norme 2 du produit scalaire. Mais là, on n'est pas sur les isométries pour la norme 2 du produit scalaire, on est sur les isométries pour la norme P. Donc, il y a pas, les colonnes ne doivent pas faire une base orthonormale. On n'a pas cette info-là. Par contre, on sait que c'est une isométrie. Jamila a dit la bonne propriété, c'est-à-dire que son déterminant doit faire 1. Ça, c'est sûr. Comment on doit faire, du coup, pour que le déterminant fasse 1? Par exemple, si sur EV il y a plus ou moins 20, il doit pas le plus ou moins 20 doit être dans une autre ligne. Oui. C'est-à-dire, il y a n dans chaque colonne, il y a un seul terme non nul, mais dans chaque ligne, il faut un terme non nul. Comment on va l'expliquer de façon tout bête? On va dire que pour que son déterminant fasse 1, on va juste dire un truc. Il faut que son déterminant soit non nul. Si jamais il y a 2 fois plus ou moins 1 au niveau de la même ligne, la matrice, elle n'est pas de rang n. Et donc son déterminant vaut 0. Donc nécessairement, tous les plus ou moins 1 sont à des positions différentes. Alors on y arrive. Donc j'ai expliqué ça. Je vais mettre. On a donc
un seul terme non nul par colonne, les termes devant être de plus à des lignes différentes, sinon on aurait deux colonnes, je vais mettre deux colonnes CJ égale à plus ou moins CJ', et A ne serait pas inversible. Au fait, juste on a été un tout petit peu trop vite. Tu as dit déterminant égal à 1, c'est déterminant égal à plus ou moins 1. On n'est pas sûr que ce soit une isométrie directe, mais c'est pas très grave, sur l'idée c'était ça. Donc on a deux colonnes CJ plus ou moins, enfin qui seraient égales à plus ou moins CJ', mais elles seraient pas inversibles. Donc en fait la matrice A c'est je choisis un indice ici J et je place un indice I plutôt de ligne et je place un plus ou moins 1. Je mets des zéros partout autour. Ensuite, je choisis un plus ou moins 1, un autre indice et je mets des zéros autour. Et on est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est ça? Et là, ça fera une isométrie parce que chaque colonne est bien de norme 1 et du coup, on fait que, en fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Une matrice qui s'écrit comme ça, là, j'utilise juste les notations du sujet, mais vous pouvez comprendre et dénombrer à partir de ça. Mais une matrice qui est de cette forme-là, c'est une matrice... non, c'est pas là que je dois faire, c'est là. Je repars dans le sujet 10 secondes. C'est une matrice qui est de la forme des endomorphismes de permutation signée qui nous ont fait faire hier. C'est-à-dire avec les sigma qui est une permutation et les epsilon qui sont une signature. Donc en fait, ça veut dire quoi si je repars sur mon sujet? C'est que les matrices qui sont là, A est de la forme U sigma epsilon. Donc combien y a-t-il de matrices A différentes ou combien y a-t-il d'isométries? Autant qu'on peut prendre de sigma différents et de epsilon différents. Donc on va dire juste, je vais le dire, donc A est égal à U sigma epsilon. C'est plutôt matrice de U sigma epsilon dans la base B, ça devient A, parce que U sigma epsilon, c'est un endomorphisme. Mais donc, il y a autant d'isométrie que d'endomorphisme U sigma epsilon différent Alors, je triche un peu, je vais un peu vite parce que c'est la dernière question et c'est tellement compliqué à expliquer que je pense que vous pouvez aller vite, il n'y aura pas des points de rédaction infinis là-dessus. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que se donner un endomorphisme U sigma epsilon, c'est se donner un couple de permutation et de epsilon. Et je vais mettre qu'elle est bijective par construction, voire la partie associée. C'est-à-dire qu'on a construit de façon unique les fonctions en fonction de epsilon et de sigma, quoi. Par construction. Je vais mettre ça. Et du coup, le cardinal de l'isome de P, c'est le cardinal de toutes les permutations qu'ils appellent Pn fois le cardinal de tous les éléments, alors de l'ensemble des epsilon avec epsilon qui s'écrit, qui appartient à plus ou moins 1 puissance n. Alors, on fait la partie simple. Un vecteur qui s'écrit plus ou moins 1, plus ou moins 1, plus ou moins 1, n fois. Macile. Si on remplace moins 1 par 0, un vecteur qui s'écrit 0 ou 1, n fois. Il y a combien de possibilités?
Oui, c'est ton TIPE. Ouais. Un vecteur qui a n coordonnées, il a n coordonnées, chaque coordonnée c'est soit 0 soit 1. Bon, pour nous ce serait plus ou moins 1. Mais chaque coordonnée c'est soit 0 soit 1. Bah oui. À chaque coordonnée on a deux choix possibles, il y a donc 2 puissance n éléments dans cet ensemble. On est d'accord que si je remplace 0 par moins 1 c'est la même chose. De toute façon ça c'est juste, c'est comment vous appelez ça, c'est une n-list. Ça, c'est une n-list d'éléments de l'ensemble moins 1, 1 qui est de cardinal 2. Donc, ceci, c'est de cardinal 2 puissance n. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ensuite, le cardinal de Pn. Pn, c'est les permutations. On a dit qu'une permutation, c'était associé à 1 un élément i, puis associé à 2 un élément j qui doit être différent de i, etc. Et à n, on doit associer un élément, ce qui reste. Il y a combien de possibilités pour créer une permutation? Pour le premier choix i, j'ai combien de possibilités que je peux mettre en image de 1 si je veux une bijection? Il y en a? Pourquoi n-1? Il y en a n. J'interdis pas, c'est une autre notion. Une permutation peut laisser un élément, une permutation peut laisser un élément fixe. Il y a un autre mot que vous avez peut-être vu l'année dernière en dénombrement qu'on appelle un dérangement. Un dérangement, c'est une bijection qui ne laisse aucun point fixe. Je serais complètement d'accord avec toi que pour le premier, si on faisait un dérangement, ce serait n-1. Mais là, comme c'est ça, c'est n. Donc, ouais, parce que là, j'ai plus que n-1 possibilité. Et comme j'ai dit, pour le dernier, il n'y a plus que n possibilités. Donc ça, c'est le cardinal. En fait, ça, c'est faire une n-liste d'éléments distincts de l'ensemble 1n. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, vous savez calculer, vous savez dénombrer les p-listes d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments. Ça, normalement, c'est n factoriel sur n moins la longueur de la liste factorielle. Donc ça fait du n sur n moins n factoriel, ça fait du n factoriel sur 0 factoriel, ça fait du n factoriel. Donc le nombre d'éléments, il y en a 2 puissance n factoriel, et ce nombre est bien indépendant de P. Bon, on a fait un problème assez violent, hein, je vous assure. Mais c'est du CCINP. C'est du vieux CCINP, mais c'est du CCINP. 2007. Voilà, ça fait quand même près de 20 ans. Voilà. On a fini ce sujet-là. Tac. Alors, on avait des petits exos à reprendre. On va reprendre les petits exercices. Je sais plus où ils sont. Alors, il y a celui-là qu'on a laissé de côté. Hop. Je vérifie juste, ouais, c'est bon. Hop. Donc on continue, soit U une isométrie dans un espace de dimension 4, et on sait que U carré vaut moins l'identité. Montrer qu'il existe une base orthonormée B dans laquelle la matrice de U, c'est 2 rotations d'angle pi sur 2.
Comment on va prouver ça? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui vous paraît le point le plus important à regarder? U carré est égal à moins l'identité. Ouais. Donc on est dans un espace de dimension 4, c'est juste pour dire on a une matrice 4-4. Et on va essayer de la décomposer en deux blocs de matrice de rotation. Quelle est la vraie info là-dedans? La seule vraie info? Oui, c'est la seule vraie info. Le reste... enfin non. C'est U carré égale moins id avec U est dans O2. Le fait que dim2 est de dimension 4, c'est juste pour dire qu'on va avoir un bloc, deux blocs de matrice de 2. C'est juste pour ça. Comment vous traduisez maintenant si je vous donne que U carré vaut moins l'identité? Vous êtes des grands deuxième année. Comment on s'en sert du fait que U carré vaut moins l'identité? J'ai pas entendu, Jamila? Non, ce serait... Ouais, non, il faut... Ouais, non, ouais, moins U carré. Ouais, mais non, parce que moins U carré, tu peux le voir comme... Alors justement, ça a été un peu lié à ce qu'on va trouver derrière. Mais non, c'est pas une symétrie, justement. Ça ne peut pas être une symétrie. On n'est pas loin, c'est près du cours, mais non. Non, c'est pour ça que j'ai réécrit en bas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire si je vous écris U carré plus l'identité est égal à 0? C'est un peu ça l'idée, ouais, enfin c'est le Caire, mais du coup c'est quoi, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un Caire qu'on peut donner, mais... Moins 1? Bah justement, non. Moi ce que je veux, mais clairement c'est du côté des valeurs propres, ce que je veux utiliser c'est que x carré plus 1 est annulateur. Voilà, est annulateur de U. Du coup, les valeurs propres sont à chercher parmi les racines d'un polynôme annulateur. Ce qui implique que les valeurs propres de U... Alors non, c'est donc le spectre de U, il est inclus dans l'ensemble plus ou moins I. Ça me dit ça. Je suis pas sûr, elles peuvent être toutes égales à plus I ou toutes est égales à moins I. Et c'est pour ça, Jamila, ton truc de moins U carré égale l'identité, ça marchait pas. Parce qu'on veut pas rentrer le moins dans le carré, mais si le moins on l'écrit I carré, ça faisait IU est égal à IU, le tout au carré est égal à l'identité. En fait, c'est I fois U qui est une symétrie. Mais là, on n'est plus dans les réels, quoi. Donc, on a que le spectre de U est inclus dans plus ou moins I. Qu'est-ce que ça nous aide maintenant que je vous rajoute que U est dans O2? Comment on a trouvé que x au carré plus 1 est le polynôme annulateur? Mais j'ai écrit U carré plus ID égale à 0. Donc je suis en train de faire un polynôme en la variable U. Et le polynôme associé, tu es d'accord que c'est x carré? Et ce qui joue le rôle de l'identité dans les matrices ou dans les endomorphismes, c'est la constante du polynôme. Donc U carré plus id, ça revient en termes de polynôme à faire x carré plus 1. Ok? J'en étais où? Pardon. On vient de poser... Oui, maintenant que j'ajoute le fait que c'est une isométrie, qu'est-ce que ça vous aide à dire? Et on a quasiment gagné, après, les calculs vont bien se passer. On s'en est peu servi. On s'en est enfin servi, là, il n'y a pas longtemps. Mais il faut connaître ce résultat de cours. Est-ce que j'étais bête à ce point-là? Si je remonte dans le cours... Oui. C'est exactement ça. On connaît la réduction des matrices... Je l'ai mis où encore une fois? Hop. Je vais la remettre la propriété associée, mais on a vu cette propriété-là qu'il faut connaître. On sait faire la réduction des matrices d'isométrie. Je vais la remettre là, la propriété. Mais on sait que si on a une isométrie, dans une base orthonormée B,
ou alors, ouais, elle est orthogonalement semblable, mais, ou sinon dans une base orthogonale B, sa matrice, ça peut être une matrice diagonale par bloc avec des blocs de taille 1 de la forme plus ou moins 1 et des blocs de taille 2 de la forme Rθ. En disant que le spectre, il était inclus dans plus ou moins I, ce que je dis en appliquant cette propriété, c'est que je ne peux pas avoir de bloc de la forme plus ou moins 1, sinon j'aurais plus ou moins 1 comme valeur propre, ce qui n'est pas possible. Donc ce que je vais dire derrière, c'est juste que, alors donc 1 et moins 1 ne sont pas valeurs propres, et je sais instantanément que la matrice, il existe une base B orthonormée, dans laquelle la matrice dans B de U s'écrit, et pour le moment je vais juste l'écrire, Rθ 0, 0, Rθ prime. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour le moment, on a ça. On a quasiment gagné, parce que là, maintenant, on a les blocs Rθ, Rθ prime. Il n'y a plus qu'à montrer que les angles font pi sur 2. Comment vous voulez essayer de montrer que les angles vont faire pi sur 2? Redis-moi ça, Daouda, j'ai pas bien compris. Ah, que le spectre c'est des imaginaires purs? Non, je pense que toute rotation a un spectre dans les imaginaires purs. Par contre, un spectre dans les imaginaires purs, mais qui vaut I ou moins I, je pense qu'on va... Son argument, enfin du coup, si on voit... En fait, c'est un nombre complexe de module 1, forcément, les valeurs propres. On en avait parlé. Et du coup, pour que le nombre complexe de module 1 fasse I ou moins I, forcément, l'angle, il vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2. Ça, c'est une façon de l'expliquer, mais il faudrait justifier. On l'a pas, c'est pas dans le cours noir sur blanc qu'une matrice de rotation a son spectre qui va être en exponentialité θ, en gros. Jamila? C'est une matrice de θ au carré. Et on voit ce que ça veut dire pour les angles θ. C'est exactement ça. Alors on va voir que c'est pas encore fini tout à fait, mais c'est la dernière grosse idée. Et après, on va faire un tout petit peu de géométrie par le dessin pour finir. Mais oui. Du coup, mat B de U au carré. Ça doit être égal à moins I4. Et ça doit être égal, on sait que ça va être égal Rθ au carré. 0, 0, Rθ prime au carré. Ça, c'est les calculs par bloc. Mais ces calculs par bloc, on sait aussi, nous, que faire un Rθ au carré, ça revient à faire R2θ. Et que ça revient à faire R2θ prime. Et du coup, forcément, je veux que le moins I4 qui est là, je veux que ce soit moins 1, enfin c'est la matrice moins 1, 0, moins 1, 0, 0. Du coup, je veux forcément... Donc nécessairement, je veux que mon cos de 2θ, ça fasse moins 1, que sinus de 2θ, ça fasse 0, que cos de 2θ prime, ça fasse moins 1, et que sinus de 2θ prime, ça fasse 0. Ce qui veut dire... Alors si je prends 2θ, ça veut dire si je cherche une unique solution dans moins pi, ça veut dire que 2θ est égal à... Alors un cosinus de moins 1 et un sinus de 0, l'angle, ça fait pi. Ça fait 2θ égale pi si θ appartient à moins pi. Et donc ici, pareil, j'ai pareil pour en bas.
j'ai forcément aussi 2θ' égale pi si θ appartient à moins pi. Ce qui bien sûr implique que θ égale θ' égale pi sur 2. Donc voilà un exercice que je trouve... Alors ça, je trouverais ça un très bon exercice d'oral, dans le sens où à froid, avec un prof qui vous guide, on peut dire comment vous pouvez analyser la condition u carré égale moins d'identité, pensez aux valeurs propres, pensez à tout ça, polynôme annulateur, etc. Ensuite, maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas de valeurs propres qui sont réelles, comment on peut décomposer une isométrie, ou faire d'abord parser sur décomposer une isométrie pour vous décomposer le cours général, et qu'on vous demande mais pourquoi il n'y aurait pas de bloc de plus 1 moins 1 du coup, vu que là ça veut dire ça l'exo. Enfin, on peut vous partir, c'est-à-dire qu'avec avec des allers-retours, on peut partir dans plein de directions différentes et avancer sur plein de trucs différents. Voilà pour cet exercice-là, changeons. Hop. Après, on les avait tous faits sur ça c'était fait. On va arriver sur les trucs méchants que j'avais laissés à la fin. Allons-y. Hop. Du coup, donc décomposition QR et inégalité d'Adamard. Ces deux questions tombent fréquemment. Bon, c'est pas des classiques, mais si on a besoin de ces informations-là ou de ces trucs-là, c'est comme ça que ça va être présenté. C'est-à-dire que la décomposition QR, c'est un nom qui est connu à l'international. C'est-à-dire c'est une façon d'exprimer un produit de matrice quand elle est bijective. Et l'inégalité d'Adamard, c'est juste quand ils en ont besoin, ils ont besoin de la décomposition QR en fait. Donc c'est juste deux trucs qui sont un peu liés. Le premier est beaucoup plus classique que le second. Alors, donc soit A, une matrice inversible et C1, Cn, c'est colonne. La première question, c'est montrer qu'il existe une matrice orthogonale et une matrice triangulaire supérieure telle que A est égal à Q fois R. Et on pourra utiliser le procédé d'orthonormalisation de Schmitt. Alors là, c'est le plus gros truc. Comment vous allez me faire un lien entre Schmitt et les hypothèses de l'énoncé? On a une matrice inversible. Oui. Alors, il manque quelque chose. Si la matrice, elle est inversible, c'est que les colonnes C1, Cn forment une base de Mn1 de R, en fait. Enfin, c'est juste ça. Et donc, sur cette base, on a le droit d'appliquer le procédé de Schmitt. Ouais, c'est ce qu'on va dire. Si A appartient à GLN de R, la famille C1Cn est de rang n, donc est une base de Mn1 de R. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du procédé de Schmitt? Parce que là, ça va être important pour une des deux matrices. Donc, on va créer une nouvelle base orthonormée, mais là, on va le faire d'un point de vue théorique, donc on va pas faire les calculs. Mais comment on fait pour rechercher la nouvelle base avec Si je pose mon vecteur... Alors, je vais remettre entre parenthèses, c'est juste pour rappeler. On cherche d'abord une base. Alors, je vais mettre orthogonale, que je vais appeler U1, UN.
Et comment on fait? On pose que U1 c'est C1, on va poser que U2 c'est C2 plus alpha C1, vous êtes d'accord? Et on recherche comme ça. On va poser que UK c'est CK plus la somme des alpha J CJ avec J qui va de 1 jusque K-1. Bon, ok. Et on va aller jusqu'à UN. Ok, on a compris. Et une fois qu'on a fait ça, ensuite, on va aller poser la base E1, EN. C'est juste les vecteurs U1 sur norme de U1 jusqu'à UN sur norme de UN. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est ça qu'on fait quand on fait Graham-Schmidt? Ok. Donc là, maintenant, on va repartir du point de vue théorique. En se donnant des notations, on va comprendre quelque chose. Il reste une dernière grosse idée à trouver, mais sinon on a fini. On va appeler soit... alors, il faut donner des noms. Je vais appeler BC, alors pas pour base canonique, mais parce que c'est la base dans les colonnes C. La base, c'est un CN. Soit ce que je vais appeler BE, la base E1, EN, obtenue par le procédé de Schmidt. Ok. Comment on va faire un lien maintenant entre ces matrices? Comment on peut faire un lien matriciel? On a des bases, il faut comprendre. Ah, ça va pas aller. Je vais pas l'appeler BC cette famille, je peux pas. Je vais l'appeler C cette famille, sinon je vais avoir un problème. Excusez-moi, hop, je gomme. On n'a jamais vu ça. Hop, voilà, C. Et donc l'autre, je vais l'appeler la famille E plutôt que BE, ça simplifiera un peu les choses. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est les familles, quand j'appelle grand C, c'est les familles de base. E, c'est la famille de la base E1EN, obtenue en colonne. Et il me faut un truc, il me faut un lien matriciel. Il faut que je traduise ça par des calculs matriciels. Et ça, c'est comprendre ce que c'est que la matrice A. La matrice A, c'est la matrice en colonne C1CN, avec C1CN qui est une base. Ceci est une base. Comment je peux voir la matrice A? Comme les produits scalaires des C1 avec la base canonique, on peut d'essayer avec la base canonique, on peut. C'est un peu l'idée, mais dit différemment. Ah bah si. Oui, alors enfin, je suis d'accord avec toi. Cette matrice A, c'est aussi la matrice des coefficients. Alors quand je suis en colonne, les colonnes, je prends la colonne J, la ligne I. Donc c'est C. Je suis d'accord que c'est la matrice des produits scalaires CJ. Alors, je les ai appelés petit EI. Petit EI étant la base canonique. On est d'accord. Enfin, on est avec la base canonique. C'est l'idée. Mais comment tu te sers de ça? Moi, je m'en sers, mais différemment. Pourquoi c'est CJ, EJ? Parce que remplir la matrice A, c'est remplir les coordonnées des vecteurs C1, Cn dans la base canonique. C'est pour ça que c'est des produits scalaires. C'est quoi comme matrice, la matrice A? Alors, c'est un truc que vous avez... C'est vraiment... Oui. En fait, la matrice A est une matrice de passage. La matrice A, je peux voir la matrice A comme la matrice de passage de la base canonique vers la base C. La matrice de A, c'est la matrice de passage de la base canonique vers la base C. Bon. Comment on peut écrire une matrice de passage de la base canonique vers la base C? Alors ça, c'est juste des règles de changement de base, mais si vous voulez, mais c'est juste, je peux les réécrire avec des formules et des x s'il faut. Hein. Mais si je veux introduire une base intermédiaire, la matrice de passage de la base de la base BC à la base C, c'est la matrice de passage. Je pourrais passer d'abord par la base E, puis ensuite passer de la base E à la base C. Si je fais deux matrices de passage successives, ça revient à passer de la matrice B à la matrice C. Enfin, j'ai gagné. Parce qu'en fait, ça, du coup, c'est A.
Alors, ça, je vais l'appeler Q. Ceci, je vais l'appeler R. Mais maintenant, il me faut quand même un petit quelque chose. Il faut me justifier pourquoi Q est une matrice orthogonale et pourquoi R est triangulaire. Supérieur. Je remonte un tout petit peu. Il y a une des deux réponses qui est assez simple. Pourquoi est-ce que R est triangulaire? Supérieur. Par exemple, on a eu 1, c'était 1 plus 0 pour tous les autres. Et chacun, il s'est plus 1. Ouais. Alors je vais l'écrire proprement. La façon la plus propre d'écrire ça, c'est parce que on a à chaque fois. Alors, R est triangulaire. Je peux remonter un peu, mais on verra pas quand même. Et triangulaire, faut que je descende pour écrire. Et triangulaire supérieur, car vect des vecteurs E1 jusqu'à EK, c'est la même chose que vect. Ça engendre les mêmes espaces que vect de C1 jusque CK, quel que soit K appartenant à un N. C'est ce qu'on a écrit. Et ça vient du procédé de Schmitt. Il faut l'expliquer, sinon vous ne pouvez pas me dire que la matrice, elle est triangulaire supérieure. Donc c'est pour ça qu'il fallait réfléchir un tout petit peu au procédé de Schmitt. C'était juste ça qu'il fallait se dire. C'est juste que le kème vecteur ne dépend que des k premières coordonnées. Le k plus unième vecteur ne dépend que des k plus unième coordonnées. Et maintenant, ça c'est votre cours. Alors vous allez me chercher la propriété de cours. Pourquoi est-ce que la matrice Q est dans ON? Pourquoi est-ce que la matrice Q est orthogonale? Matrice orthogonale. Matrice orthogonale. On s'en est pas encore servi non plus. Enfin, on s'en est servi pour plein d'autres choses, mais cette ligne-là, c'est la première fois. Ouais, c'est ça. Hop. Si je vous mets votre cours, la 4e ligne vous dit que une matrice est orthogonale dès que c'est la matrice de passage d'une base orthonormée à une autre base orthonormée. Et donc la matrice Q est bien une matrice orthogonale. Ok? Bon, la décomposition QR, c'est vraiment un truc très spécifique. Il y a vraiment plein d'idées bizarres qui sont pas naturelles dans plein d'exos. L'idée de penser qu'une matrice inversible, c'est une matrice de passage, c'est pas standard du tout. L'idée de proposer de faire Graham-Schmitt de façon théorique, c'est pas standard du tout. C'est ça qui est un peu tordu. Mais sinon, l'exo se fait bien. Alors, c'était la première question seulement de l'exercice. Maintenant, il faut montrer que le déterminant de A, c'est le produit des normes 2 c'est plus petit, pardon, que le produit des normes 2 des colonnes CI. Bon, on y était presque tout à l'heure. Ouais, alors c'est en valeur absolue, donc je vais le faire en valeur absolue, mais déterminant de A, c'est le déterminant de Q fois R. On sait que ça, c'est la même chose que faire déterminant de Q fois déterminant de R. Ouais, ça aussi, ça fait 1 en valeur absolue car Q appartient au N de R. Je suis d'accord, ça c'est le produit pour I égale 1 à N des RII car R triangulaire. Alors c'est là où il faut comprendre comment on remplit R. R, c'était vu comme la matrice de passage de la base E vers la base C. Donc c'est la matrice qu'on remplit en colonne en mettant les coordonnées de C. On met les coordonnées des CJ dans la base EI. On est d'accord avec ça? Et la base EI, celle-là, est une base orthonormée. Du coup, c'est le cas où les coefficients de la matrice qui sont là sont les coefficients
CJ scalaire EI. On est dans cette situation-là dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le produit pour I égale 1 à N des produits scalaires de CJ scalaire. Non. Comme c'est des RII, c'est des CIEI. Pourquoi ce serait plus petit que les normes de CI, du coup? Cours de première année qu'on a réutilisé hier. Il manque des non, si, pardon, excusez-moi. Il manque... Je vois plus mon pointeur. Il manque des valeurs absolues ici. Ce qui vous êtes peut-être. Hier, je vous ai dit par quoi ça finissait et aujourd'hui, je vais vous dire par quoi ça commence. Ça commence par C. Cauchy-Schwarz, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Un produit scalaire, c'est toujours plus petit que le produit des normes. Donc, en fait, ceci, c'est plus petit que le produit pour I égale 1 à N de la norme de CI en norme 2 fois la norme de EI en norme 2 par Cauchy-Schwarz. Sauf qu'on vient de dire que la base EI, elle est orthonormée, donc cette norme, elle fait 1. Bon, c'est des questions... Cette question-là est clairement plus facile que la décomposition QR. Enfin, c'est clairement d'un niveau plus facile. Fallait juste penser à la fin à Cauchy-Schwarz, mais c'est toujours la même question. J'ai un produit scalaire, je veux revenir à une norme. Souvent, quand j'ai une norme, je veux revenir à un produit scalaire, c'est plutôt polarisation, mais là, un produit scalaire, faire apparaître des normes, si c'est pas les mêmes vecteurs des deux côtés, c'est Cauchy-Schwarz. Bah voilà pour cet exercice. On continue. Je vais remonter dans le cours. Faut que je retrouve mon exo. Ah oui, c'est celui que j'avais vraiment pas envie de faire. Hop, oups. Donc, soit U un endomorphisme de trace nulle, montrer qu'il existe un vecteur non nul pour lequel le produit scalaire de U de E1 est égal à 0. Ouais. La matrice dans BC de U, je suis d'accord avec toi, on peut dire, c'est ce qu'on vient d'utiliser, mais là c'est encore une fois ça qu'ils veulent utiliser, ça va donc être la matrice, on la remplit encore une fois ici, je mets U de EJ selon EI, du coup c'est la matrice des produits scalaires des U de EJ scalaire EI. Du coup, trace de U égale à 0, ça veut dire que la somme pour I égale 1 à N des U de EI est égal à 0. Je suis complètement d'accord. Ça, c'est, il fallait le voir, c'est très très bien. On a énormément avancé en disant ça. Un produit scalaire, c'est positif, c'est une application bilinéaire. Si c'est bilinéaire, j'ai le droit de la multiplier par moins 1. Donc ça aura un problème d'être positif du coup. Non, c'est pas positif du tout. Non. Mais maintenant, on regarde. Alors. Oui. Au produit scalaire, on montre positivité, non déjà. Positivité quand tu mets le même vecteur des deux côtés.
Mais là, tu as EI et tu as U de EI. C'est pas le même vecteur. C'est comme si le U de I, c'est comme si tu avais enfin, le EI, c'est comme si tu avais un X. Et le U de EI, c'est comme si tu avais un Y. Donc, un produit scalaire, quand tu prends deux vecteurs quelconques, différents, c'est pas forcément positif. D'ailleurs, ouais, j'ai pas fait de révision là-dessus. J'aurais pu vous traumatiser. Comme je traumatise tous les étudiants en colle d'espace euclidien en première année. Ouais. Non, mais c'est parce que je leur fais faire un calcul de produit scalaire et je montre que le produit scalaire il est négatif. Souvent, c'est soit dans un espace de polynôme, soit dans un espace de matrice. Et je fais le traumatisme que j'ai eu à ma colle de première année quand j'ai fait les produits scalaires. Là, le colleur est venu derrière moi et a dit: vous le voyez l'angle entre les deux matrices? Bah non. Voilà. Et donc c'est bon, c'est dû au fait que vous avez vu en géométrie ou en physique plutôt qu'un produit scalaire, ça se calcule comme le produit des normes fois un cosinus. Donc si on réfléchit comme ça, on peut associer un angle à un produit scalaire, même en dimension n. C'est ma dernière question de colle de... Je vous l'ai pas fait, mais c'est parce que c'est plus mignon et marrant que utile que de faire des angles dans les matrices. Non. Alors maintenant j'ai juste... Alors, il y aura un deuxième niveau, mais là, j'ai juste envie de réfléchir sur des nombres. Là, vous avez la somme de n nombres. Ces nombres, je vais les écrire AI. La somme des nombres AI fait 0. Et nous, on veut trouver un nombre AI qui est nul. Alors, je vais mettre pas AI, je vais mettre AJ. Un autre... On est d'accord? On veut un J nul, et on sait que la somme des AI est nulle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre élément qui est aussi nul. Par exemple, pour avoir la somme, ça doit ramener des positifs, il va se compenser avec des autres négatifs. Alors, leurs opposés, ils vont se compenser. Mais s'il y a un nul... Attention, là tu vas trop vite, parce que c'est pas vrai. 1 peut aller se compenser avec moins 1,5, moins 1,5. Tu vois, non, mais on est... Voilà, non... donc, ils sont pas... si t'as pas un nombre, t'as pas forcément l'opposé pile. Mais par contre, si t'as un 1 quelque part, tu dois avoir assez de nombres pour faire moins 1 en opposé. Ça, c'est vrai. Du coup, comment il faut juste expliquer ça, et après, il y a un dernier raisonnement compliqué. Mais il faut juste expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux cas pour moi. Il y a soit un des AI est nul. Dans ce cas-là, on a gagné. On prend le vecteur EI, enfin epsilon I, epsilon 1, on prend le vecteur EI pour lequel le nombre AI est nul. Donc, soit il existe un indice, je vais appeler I0, appartenant à un n tel que AI0 égale à 0. Dans ce cas, epsilon 1 égale EI0 vérifie forcément que U de epsilon 1 est égal à 0. Sinon, s'il n'y a pas de nombre qui annule la trace pour que ce soit un nombre nul, c'est un peu ton idée. Il y a forcément un nombre qui doit être strictement positif et un autre qui doit être strictement négatif. Sinon, je vais mettre il existe I1 avec AI1 strictement positif. Donc ça, c'est le... Est-ce que vous voyez comment vous allez vous servir de ça? C'est là où la question devient horrible. Comment on fait si j'ai un nombre négatif? C'est la même idée que si vous avez des fonctions. Comment? Je sais pas, est-ce que j'ai le droit de le dire comme ça? Attendez. Est-ce qu'on peut le dire juste comme ça? C'est pas un E1, c'est un EI1.
Oui, ça suffit. Non, j'ai pas besoin de mon truc horrible. Ah si, j'ai besoin de mon truc horrible. Attendez. Ah non, il faut que je le fasse comme une variable réelle, donc j'ai pas le choix. Juste une idée. Vous avez, on fait un truc un peu simple à côté, mais vous avez une fonction, j'exagère, vous savez quand un point elle est négative, vous savez quand un autre point elle est positive. Vous voulez trouver un point qui passe par 0. Ben là, on a une valeur d'un produit scalaire qui est strictement positif, on a une autre valeur qui est strictement négative. Nous, ce qu'on veut, c'est une valeur pour laquelle ça fasse 0. Vous le cherchez où, le 0? Sur mon petit graphe là. Dans la droite, entre les deux. Alors, vous allez le chercher, ouais, dans le rectangle qui est là, on est d'accord, enfin, entre les deux. Donc, on va faire varier la fonction, on va faire varier le temps ici, j'appelle ça t, le temps en abscisse, pour faire varier la fonction, pour retrouver un moment où elle va s'annuler. Vous êtes d'accord sur l'idée? Donc c'est là où c'est la partie compliquée, c'est que pour ça, il faut créer une fonction à partir de ces deux nombres. Sauf que ces deux nombres, c'est pas des réels. Enfin, c'est des réels, mais c'est des réels basés sur des calculs de vecteurs. Du coup, ce que je vais faire, c'est, ce calcul-là, je vais aller créer la fonction qui a t associe Alors en fait, ce que je fais, c'est que je vais aller regarder ce qui se passe sur le segment entre les deux vecteurs EI1, EI2. Donc je fais encore une fois ma combinaison de convexité, mais c'est faire ça. Et on va voir ce qui se passe si je regarde ça en termes de fonction. Alors si je pose cette fonction-là, si je pose phi cette fonction-là, alors déjà, il y a un truc, c'est que phi de 0, ça fait U de EI2, c'est strictement négatif. Phi de 1, ça fait produit scalaire de U de EI1, c'est strictement positif. Qu'est-ce qu'il faut pour dire que ça passe par 0? Continue en 0? Non, continue sur le segment 0,1. J'ai besoin d'une fonction continue pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour pouvoir dire qu'elle prend une fois la valeur 0. Donc j'ai besoin de la continuité de la fonction phi. Sauf que phi, c'est une fonction qui a valeur dans un espace vectoriel. Donc ce qu'on va juste dire, c'est qu'on va aller juste dire que phi de t, en norme, alors en norme 2, je m'en fiche, ça renvoie des réels, donc c'est en valeur absolue. Phi de t, c'est égal pour le moment. La valeur absolue du produit scalaire de U de t de EI1 plus 1 moins t EI2, scalaire t EI1 plus 1 moins t EI2, Ouf, j'ai pas, non, elle est pas linéaire, je peux pas, non, je fais n'importe, non, elle est pas linéaire ma fonction, je peux pas, j'essaie de faire comme une norme d'application linéaire, je peux pas, je vais trop vite. Non, il faut que j'utilise des points de cours de continuité, c'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On est en dimension finie, donc ce qu'on sait, alors je vais juste en parler comme ça, je vais un tout petit peu vite, j'aurais pas dû le faire là maintenant parce qu'on n'a pas vraiment, mais cette fonction-là, je vais juste dire que cette fonction-là, bah si, coordonnée par coordonnée, si, c'est juste une fonction, c'est un polynôme de degré 1. Donc cette fonction-là est continue sur 0,1
comme polynôme. La fonction qui a x donne u de x, enfin la fonction u, elle est continue sur E. On est bien d'accord, c'est une application linéaire car E est de dimension finie. Toutes les applications linéaires sont continues en dimension finie. Encore une fois, je peux dire que l'application qui a xy associe le produit scalaire xy, il est continu sur E au carré car le produit scalaire est une forme multilinéaire. Et, encore une fois, E de dimension finie. Donc, toutes mes applications par composition. Ma fonction phi, je vais juste dire qu'elle est continue sur 0,1. Oui. Non. Alors, c'est juste, il fallait chercher le 0 quelque part. Et donc, je voulais faire cette analogie-là. Donc, je voulais faire l'analogie de, je vais faire varier quelque chose pour aller de ce point-là à ce point-là. Mais on est dans un espace vectoriel, on est en multidimension. Donc, alors, si je fais un dessin en 3D vite fait, juste pour essayer de comprendre, mais c'est juste, en fait, c'est l'idée la plus raisonnable. J'ai dû vous la poser parce que c'est pas simple pour vous. Mais si tu prends un point là, on va dire dans ce plan-là en bas, et un point là-haut qui est dans l'autre plan, pour aller d'un point vers l'autre, tu as un nombre de chemins infini. Enfin, tu peux. Là, c'est pas plat, quoi. Enfin, c'est pour aller. Voilà. Enfin, je suis d'accord qu'il y a aussi un nombre de chemins infini, mais on va juste relier des traits. On est toujours dans le même plan. Là, tu peux passer comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le chemin le plus simple à créer entre deux points, c'est faire une ligne. Oula. C'est faire une ligne droite. Alors, j'aurais dû relier mes deux points, mais j'ai mal fait mon trait. Mais c'est faire une ligne droite. Et faire une ligne droite entre les deux, c'est faire le petit calcul de convexité qu'on fait pour passer d'un point à l'autre, en fait. Si j'utilise le mot barycentre que vous avez vu normalement en physique, du coup, ou de centre de gravité, c'est le paramètre t et le paramètre a moins t, ils permettent d'aller d'un point vers l'autre en bougeant la gravité, en gros. C'est juste ça. Et donc, c'est comme ça, quand on veut aller coulisser d'une valeur à une autre, on prend un paramètre t entre 0 et 1, et on crée, on fait t fois le premier point, plus 1 moins t fois l'autre, et on fait variété. J'espère que vous faites des maths dans le fond. Donc, par théorème des valeurs intermédiaires, il existe T0 appartenant à 0,1 ouvert, parce que c'est pas aux deux bords, tel que phi de T0 est égal à 0, ce qui veut dire que le vecteur epsilon 1 qui vaut qui vaut T0 EI1 plus 1 moins T0, c'est EI2 ici, EI2, vérifie. Ok. Alors, il reste quand même un tout petit truc à faire, si je remonte dans mon énoncé. Il fallait montrer qu'il existe un vecteur epsilon 1 de E non nul. Maintenant, il me faut juste un petit argument pour dire que ce vecteur est non nul. Et c'est pour ça que j'étais obligé de passer par le segment. Je pouvais le faire de façon théorique, mais ça marchait pas. Parce que j'aurais pas pu prouver qu'il était non nul. Je suis obligé de l'écrire comme une combinaison linéaire de I1 et de I2. Pourquoi ? EI1 et EI2 sont deux vecteurs de la base canonique. Du coup, ce que je viens de faire là, c'est une combinaison linéaire non nulle, parce que le coefficient T0 il est non nul, de deux vecteurs de la base canonique. Ouais, c'est ça. Car T0 différent de 0 et EI1, EI2 libre. C'est juste ça. La combinaison linéaire d'une famille libre avec une combinaison non nulle ne peut pas mener au vecteur nul. Donc on a prouvé notre question.
en déduire qu'il existe une base orthonormée dans laquelle la matrice de U est à diagonale nulle. Comment vous allez faire la question 2? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Juste d'un point de vue conceptuel. Je trouve que le concept est simple à voir, mais après la réalisation technique, on vient de montrer, il existe un vecteur qui vérifie ça, et je rappelle, on l'a écrit, ceci, c'est la coordonnée sur la diagonale dans la matrice, hein, on l'a cherché comme ça. Hein. On vient de trouver un vecteur qui vérifie ça, et maintenant ils veulent toute une base orthonormée. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Vous voyez pas? Ça, c'est un truc, je sais pas comment vous l'expliquer autrement que on en a créé un, on a trouvé une méthode qui en crée un, on en veut n. Il y a une notion qui arrive derrière qui me paraît logique. On prend le 1 qu'on a trouvé, on va essayer de l'année dernière, on avait le théorème de la base incomplet, on complète la base. Alors maintenant, depuis même la fin de l'année dernière, vous avez mieux, parce que du coup, si on prend E1, après, je vais pouvoir aller me placer dans son orthogonal. Je sais qu'en dimension finie, tout espace admet un orthogonal. Donc je vais pouvoir aller chercher dans l'orthogonal et et trouver une base de l'orthogonal pour compléter ma base. Donc c'est ça. Mais du coup, on en a un, on passe dans l'orthogonal. Comment on passe à la suite? Il y a une idée, un concept simple. On va se retrouver dans l'orthogonal et on aura le même problème qu'au départ. Donc, entre guillemets, on recommence. Et on recherche un truc qui fait 0. Et on repasse dans l'orthogonal. On est en train de faire quoi, là? Non. Ouais, on est en train de faire juste une récurrence. Ça permet de faire le passage de la dimension du cas n plus 1 au cas n en disant j'en ai un et après j'utilise mon hypothèse de récurrence. C'est juste ça. Donc vraiment pour moi ce genre de question, on vous a trouvé un élément et on vous en demande d'en trouver n derrière, c'est clairement un principe de récurrence. C'est vraiment une idée à avoir. C'est comme ça qu'on a prouvé tous nos théorèmes de réduction des isométries et des matrices symétriques. On a dit, alors il y avait une autre propriété qui était, on sait que tout endomorphisme admet une droite stable ou un plan stable. Tiens d'ailleurs je l'ai pas mis dans mon programme de colle, il faut que je le fasse. On a vu cette propriété-là, et à partir de là on a dit, on a toujours une droite stable ou un plan stable, et à partir de là on a fait une récurrence pour montrer comment ça marche en dimension n quelconque. Donc tous ces principes-là sont toujours les mêmes. Donc allons-y. Montrons, donc 2, montrons par récurrence sur n, donc la dimension de E, tout simplement, que il existe une base B BON telle que la matrice de U dans B soit à diagonale nulle. Alors attention, l'initialisation très bizarre, si n vaut 1, la matrice de U dans la base canonique, c'est un seul coefficient A. Et trace de U, par hypothèse, ça fait 0, donc ça fait A. Donc la matrice dans la base canonique pour U en dimension 1 est à diagonale nulle. C'est un peu tordu de parler de diagonale pour une matrice 1-1, mais c'est ça. Supposons la propriété vraie en dimension n
et montrons qu'elle est vraie en dimension n plus 1. Soit E de dimension n plus 1 par Q1, il existe epsilon 1 différent de 0 avec U de epsilon 1 scalaire epsilon 1 est égal à 0. Alors je vais appeler soit U1 le vecteur epsilon 1 sur sa norme, parce que ce vecteur il est non nul mais il n'est pas forcément normé. On décompose E qui est égal à vect de U1 plus vect de U1 orthogonal et on complète U1 en une base orthonormée adaptée à cette composition, en une base orthonormée adaptée à cette décomposition. On a alors que la matrice dans la base U1 UN plus 1, pardon, de cet endomorphisme U, ouais, c'était peut-être pas malin, U1 UN, bah ça fait 0, parce que c'est les coordonnées en produit scalaire. Là, j'ai des points d'interrogation, là, j'ai des points d'interrogation, et là, j'ai une matrice B, où là, c'est juste donc U de U2 jusqu'à U de UN plus 1, et là, j'ai U de jusqu'à UN plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et donc maintenant, ce que j'ai le droit de dire, c'est à cause du 0 qui est au-dessus. Or, trace de U, c'est égal à 0. Et c'est égal en fait à 0 plus la trace de la matrice B en fait. Donc, trace de B est égale à 0 et B appartient à Mn de R par hypothèse de récurrence. On peut trouver une base orthonormée. Dans laquelle dans laquelle je vais mettre l'endomorphisme associé à B. Et de diagonale nulle, pardon. Et donc forcément, si je peux trouver une base dans laquelle B est diagonale nulle, si je me place dans cette base-là pour dans la partie sur U2, UN plus 1 et que je reviens dans la base sur U1, UN, donc il existe une base. Une base de E dans laquelle la matrice de U est de diagonale nulle. Bon, c'est pas la partie récurrence qui était la plus intéressante dans cet exercice-là, c'était juste, il faut penser à ce principe de récurrence et à dire j'utilise ce que j'ai, je coupe un morceau et dire j'applique un morceau qui reste et ça ira. S'il n'y a pas eu de problème d'enregistrement, mais normalement il n'y en a eu aucun. Tout a l'air de marcher comme sur des roulettes. Juste faisons un A et un B, on arrêtera là après. Donc on vous donne un espace euclidien de dimension n. Avec un produit scalaire et la norme associée, on note l'identité, l'endomorphisme d'identité, θ l'endomorphisme nul, et on vous donne F un endomorphisme symétrique. Tiens d'ailleurs, vous voyez, il y a quelque chose qui me choque.
il est marqué dans le sujet, enfin il est marqué dans le programme que le mot symétrique devrait être évité et qu'on devrait utiliser auto-adjoint à tout va. Là, il commence par, et c'est en 2021, donc c'est récent, on a un endomorphisme symétrique. Donc c'est comme quoi il faut connaître les deux mots, quoi. Enfin, c'est la même chose. Endomorphisme symétrique que l'on suppose non inversible et non nul. Citez le théorème spectral. Bah, tout endomorphisme symétrique est dans un espace euclidien, donc qui est réel, et diagonalisable dans une base orthonormée. Montrer que 0 est valeur propre, c'est plutôt celle-là qui m'intéresse. Montrer que 0 est valeur propre de f et que f admet au moins une valeur propre non nulle. Comment vous me faites ça? Alors ça c'est un truc classique et il faut savoir le faire, je suis d'accord, mais ici non c'est pas ça, c'est juste lire le texte et voir ce qui se passe. F est d'un endomorphisme symétrique que l'on suppose non inversible et non nul. Qu'est-ce qui permet de dire que le 0 est valeur propre? Oui, si l'endomorphisme n'est pas inversible, enfin pas bijectif, ça veut dire qu'il y a des vecteurs dans le noyau, donc que 0 est dans le spectre. Ouais, c'est ce qu'on va dire. Si f non inversible, d'ailleurs le mot de vocabulaire est très mauvais en plus, hein. On part d'un endomorphisme et au lieu de lui dire non bijectif, on met non inversible. J'ai repris le vrai sujet, mais il est pourri ce sujet. Enfin, les mots de vocabulaire sont très très mal choisis. Si f non inversible, ça implique que ker de f est différent de 0, ce qui implique que dim de ker de f supérieur ou égal à 1, ce qui implique que 0 est valeur propre. Et l'autre info, c'est que f est symétrique, donc dz en base orthonormée, et f n'est pas l'endomorphisme nul. Si f n'est pas l'endomorphisme nul et qu'il est diagonalisable en base orthonormée, il existe lambda différent de 0, valeur propre de f forcément. Sur la matrice diagonale, elle doit être non nulle et elle est diagonale. Il y a une matrice diagonale, donc on est bon. Bon, on fait ça demain et dès qu'on a fini, on attaque le TD.